l'impact justement du management, sur tout ce qui pouvait toucher la résilience, l'avenir également du transport aérien. Eh bien, une question nous est venue tout naturellement, puisqu'elle regroupe un petit peu toutes ces premières idées que nous avons, sur lesquelles nous avons débattu. C'est après cette crise du Covid-19, qu'est-ce qu'il va rester de nos libertés? Et pour cela, donc, Marc Bonan, Maître Bonan, sera des nôtres pour débattre, et non pas sur du contradictoire, Maître, pour une fois. Le général de corps d'armée, où est-ce qu'il est? Bertrand Soubelet, qui a été un des dirigeants de la gendarmerie nationale et qui a osé parler, et c'est pour ça qu'il est avec nous ce soir. Et Mirette Zaki, qui est une journaliste et qui viendra nous apporter une touche féminine. Et merci beaucoup, Mirette, parce que ça nous manque, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup d'hommes dans notre auditoire. Pour modérer aujourd'hui Enza, vous l'avez compris tout à l'heure, qui a fixé les règles du jeu d'une manière très précise. Donc, je rappelle pour nos auditeurs, eh bien, c'est 32 minutes d'échange, 36 minutes d'échange entre les intervenants avec différentes questions. Vous connaissez le mode opératoire pour certains. Et ensuite, 24 minutes de questions-réponses entre le public et les intervenants, de manière à ce que nous puissions épuiser le sujet, tant soit-il qu'il soit épuisable. Je vous invite bien évidemment à couper vos micros pour celles et ceux qui ne communiquent pas, et à poser, grâce à la petite icône « Converser », posez vos questions de manière à ce que nous puissions les soumettre pour certaines aux intervenants, et puis après on donnera la parole aussi au public. Le débat est enregistré. Si certains d'entre vous sont gênés par le fait qu'il est enregistré, je ne peux que les inviter à quitter le débat, parce que ça deviendrait compliqué, puisque vous savez que nous le laissons ensuite en replay, de manière à ce que ceux qui n'ont pas pu participer avec nous puissent avoir la chance au moins de visionner les débats. Donc si maintenant quelqu'un est gêné, il faut quand même le dire, mais ça n'aura pas une grosse influence, puisque nous allons quand même l'enregistrer. Voilà, comme quoi un bon débat sur les libertés, vous voyez, qui commence bien. Enza, je te cède la parole. Merci à toutes et à tous, c'est très bon débat. Merci, cher Richard, et merci à nos complices Jacques-François et Julien et leurs équipes. Nous sommes déjà 113 sur la plateforme. Alors, ce 11 mai marque le début d'un déconfinement, pas tout à fait vécu de la même manière en Suisse ou en France. En Suisse, après avoir annoncé le lancement d'une application permettant de suivre le cheminement de l'infection, le Conseil fédéral a décidé de soumettre un projet au Parlement d'ici le 20 mai pour s'assurer d'une base légale. Ainsi, toujours dans l'optique de retracer les personnes infectées, il était question de prendre l'identité des clients des restaurants. Le gouvernement a décidé vendredi de ne pas intervenir sur cette mesure assez controversée. En France, que penser des 2 € alloués par le gouvernement aux médecins qui fourniraient le nom d'un malade infecté par le virus? Un peu plus loin de chez nous, on peut parler de quelques faits interpellants. Aux Philippines, le président Rodrigo Duterte a annoncé vouloir abattre les citoyens qui ne respecteraient pas le confinement. Quant au dirigeant de la Hongrie, Viktor Orban, il s'est octroyé tout seul, désormais, les pleins pouvoirs. Alors, pour pouvoir avoir une idée plus complète sur ce sujet aux contours multiples, nous avons invité 3 personnalités impliquées dans la vie politique et économique. Merci donc à Maître Marc Bonan, le général Bertrand Soubelet et à la femme de presse qu'est Mirette Zaki d'avoir accepté de partager leurs avis sur le sujet. Alors, est-ce que la liberté pourrait être victime du Covid-19? Maître Marc Bonan, en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, au sujet de la liberté, vous disiez déjà « c'est une guerre que nous sommes en train de perdre ». On vous connaît comme un défenseur des libertés. Pouvez-vous nous parler de votre ressenti actuel en 2 minutes? Écoutez, je crois que les paroles que vous citiez de moi en 2015 se rapportaient à ce que j'estimais avec tant d'autres comme étant une guerre des civilisations. Et je voyais qu'un islam qui par nature est prosélyte
expansionnistes et conquérants, nous n'avions qu'un faible corpus idéologique à opposer, qui était les droits de l'homme. Et je me disais à l'époque, sans grande originalité, que valent les droits de l'homme contre la parole de Dieu? Et je me disais aussi que notre incapacité à nommer l'ennemi ou à le désigner faisait que cette guerre des civilisations était une guerre par nous perdue. Et je crois que je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet particulier. Et notre civilisation s'effondre, non pas en raison de ses vices, mais en raison de ses vertus. Et nous avons placé au plus haut la tolérance, l'accueil de l'autre, l'effacement de nous-mêmes face à l'identité de l'autre qui serait notre propre identité. Et au bout de toutes ces vertus, c'est exactement ce par quoi une civilisation s'effondre, mais peut-être il n'était juste qu'elle s'effondra. Notre civilisation judéo-chrétienne a quelques millénaires, peut-être le temps d'une relève est souhaité par d'aucuns. Ben, ça, c'était le problème d'antan. Maintenant, à votre question, que restera-t-il de nos libertés après le Covid-19 ? Je pense qu'elles seront retrouvées, mais que la différence sera que notre goût de la liberté en sera accentué. Mais comme toujours, quand le vent se lève et qu'il s'agit de vivre, quand quelque chose vous menace, vous prenez à cœur les valeurs qui ont été ainsi menacées. Je pense que nous aurons un désir de liberté plus grand encore, précisément parce que pour partie, elle a été sacrifiée en ces temps de pandémie. Et je pense aussi que nous comprendrons que la liberté, à vrai dire, l'essence de la liberté, c'est l'addition des renoncements à la liberté. Elle n'a d'intensité que parce que par des servitudes volontaires, nous décidons d'y renoncer. Vous savez, une cause, c'est une liberté perdue. Un amour, une amitié, une forme heureuse de l'amour, c'est de la liberté perdue. Tout ce que nous faisons d'essentiel est un renoncement à notre liberté dans son abstraction absolue. Et probablement, ces circonstances que nous allons vivre nous permettront de repenser doublement et à quel point la liberté est essentielle dans sa revendication et à quel point elle est intense parce que nous savons y renoncer. Alors, merci beaucoup. Justement, on parle du droit d'urgence qui donne le droit au gouvernement et autres puissances de décider des mesures contraires à une certaine vision démocratique sur l'instant, du moins dans certains pays. En Suisse, on a davantage opté pour la responsabilité individuelle. Quel est votre avis? Et je trouve heureux que la Suisse ait fait ce choix-là, mais elle n'a pu le faire que parce que les Suisses sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que nous avons, me semble-t-il, un mouvement naturel, qu'on appellerait un mouvement civique. Nous avons une obéissance qui nous vient assez naturellement, et au fond, nous sommes encore sensibles à l'obéissance face à l'autorité, et c'est parce que je vois mon général, l'autorité a glissé un peu de son contenu, elle est passée du statut à la stature. Ce que je veux dire par là, c'est que hier, l'autorité tenait à la fonction. Aujourd'hui, elle tient à la qualité de celui qui l'exerce. Et ce glissement-là fait qui est le fait de nos gouvernants, parce que nos gouvernants sont très exceptionnels. Ils sont merveilleux de médiocrité. Et la médiocrité rassure. Nous n'avons pas le sens de l'homme prévidentiel, nous n'avons pas le goût des héros, peut-être parfois en histoire. Mais quand je dis la médiocrité, mais sans dédain, de nos hommes et de nos femmes politiques, c'est qu'ils sont si semblables à ce que nous pensons être qu'ils permettent toutes les identifications. Et l'identification est une forme de l'exercice de l'autorité. Je suis ce que me dit mon chef parce que je pourrais être lui. Et donc, nous sommes ainsi faits. Peut-être nous sommes un peuple sans imagination. En tout cas, nous ne sommes pas un peuple rebelle. Et donc, pour vous répondre, Elsa, je trouve très joyeux que nos gouvernants aient fait le choix du civisme plus que des mesures autocratiques, mais ne pouvaient faire ce choix-là que parce que nous sommes ce peuple de passion calme. Et donc, je me réjouis que nous soyons là, un peuple de passion calme. Merci, merci maître.
Général, après avoir assumé les plus hautes responsabilités au sein de la gendarmerie française, vous avez repris votre liberté d'expression et avez écrit un livre, Sans autorité, quelle liberté, il y a environ 3 ans, ou tout juste 3 ans, avril 2017. Vous dites qu'il s'agisse de la justice ou du maintien de la tranquillité publique, il est grand temps d'apporter les remèdes pour guérir un système malade. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce qui concerne les décisions prises par le gouvernement français pour la lutte contre le virus? Alors, mon état d'esprit, il repose sur 2 sentiments qui sont complémentaires. Le premier, ça a été un sentiment de surprise, notamment sur la nature et le tempo des décisions qui ont été prises, ou qui n'ont pas été prises d'ailleurs, par le gouvernement français. Ce que je sais simplement, parce que ce sont des constats et ne voyons pas là une opinion et une condamnation, mais j'observe que le gouvernement français n'a pas déclenché le plan pandémie qui est prévu et qui avait été fait en cas de pandémie et donc qui aurait dû être déclenché sur l'ensemble du territoire national et qui obéit à un certain nombre de règles qui ont été prédéfinies. On appelle ça de la planification gouvernementale. Et il se trouve qu'en France, nous sommes assez planificateurs et que nous avons un certain nombre de plans qui correspondent à des situations de crise et qui doivent être déclenchés. Là, il n'a pas été déclenché. Donc ça, c'est ma première surprise. Ma deuxième surprise, c'était le retard dans le confinement. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise si tardivement? J'ai un début d'explication et j'imagine que peut-être que le gouvernement a considéré ne pas avoir tous les éléments nécessaires pour prendre une décision pesée et qui engageait bien entendu l'ensemble du territoire national. Et puis ce qui m'a aussi étonné et surpris, c'est la variation dans les discours, en particulier sur la question des masques, sur la question des moyens de lutte contre le virus, qui ont évolué régulièrement, mais malheureusement pas au rythme des découvertes scientifiques ou des indications que pouvaient donner les scientifiques au fur et à mesure de la découverte de ce virus. Donc autant on peut comprendre des variations lorsque, en effet, il y a des éléments objectifs qui permettent de ces variations-là, il se trouve qu'on ne les a pas constatées, en tout cas, elles n'étaient pas... c'est pas ça qui a déclenché ces variations et ça m'a beaucoup étonné. Et puis le deuxième sentiment, c'est de l'incompréhension. Parce que très honnêtement, je ne comprends toujours pas pourquoi à 2 jours du confinement ou 3 jours du confinement, le pouvoir politique a maintenu les élections municipales qui ont mobilisé des millions de Français qui sont allés prendre des risques pour aller voter. Et donc ça, j'avoue que quand j'entends le gouvernement qui dit, le président de la République qui dit nous avons consulté les autorités politiques et les différents partis pour prendre cette décision, moi j'aurais préféré qu'ils consultent les spécialistes médicaux parce que c'était eux qui pour le coup étaient les plus légitimes pour conseiller le gouvernement. L'autre chose, c'est que je ne comprends pas non plus pourquoi il n'a pas eu une politique de tests massifs comme il y a eu dans d'autres pays, mais manifestement, je crois que là non plus, nous n'étions pas très bien préparés. Et puis, certaines décisions comme la reprise de l'activité des établissements scolaires me surprend beaucoup. Voilà, donc ce sont mes premières, j'allais dire, mes premières remarques sur les décisions qui ont été prises par le gouvernement français, mais je suis très sensible à ce qu'a dit Maître Bonan parce qu'il a parfaitement raison. Ce qui a été fait en Suisse ne peut pas l'être en France parce que la nature même du peuple suisse est fondamentalement différente de la nature du peuple français, qui lui, pour le coup, n'est pas un peuple de passion calme, mais plutôt un peuple de gens plutôt rebelles à l'autorité. Et en effet, je pense que les mêmes décisions prises dans les 2 pays n'ont absolument pas les mêmes conséquences. Général, merci beaucoup. Politiquement, dans un premier temps, vous rejoignez le président Macron qui parle de vous comme du général Courage et le mouvement En Marche. Finalement, vous devenez vice-président d'un nouveau parti, Objectif France. Si votre parti avait dû gérer la crise, quelle place auriez-vous laissé à la liberté individuelle?
Alors ça, c'est une question de fond. Alors déjà, pardonnez-moi, mais je vais juste faire une petite rectification. Je n'ai jamais rejoint le candidat Macron. Je vais simplement donner une aide pour la mise au point de son programme, en particulier sur la question de la sécurité et de la défense, parce que je suis un pur produit de la République et quand ces conseillers viennent me trouver en me disant « Mon général, on souhaiterait que vous regardiez notre programme et que vous nous fassiez part de vos réflexions et que vous nous fassiez profiter de votre expérience, comment puis-je refuser ça au moment où mon pays est en train de choisir un nouveau président de la République ?» Franchement, moi je suis un homme de devoir et je considère qu'il est normal que j'aille le faire. Après, pour répondre très spécifiquement à votre question, c'est compliqué et c'est vrai que j'aurais dû nuancer les propos que j'ai tenus tout à l'heure en disant que lorsqu'on n'est pas au pouvoir et que l'on n'a pas la totalité des informations pour prendre des décisions, c'est toujours très facile de critiquer. Et c'est vrai qu'en France, nous avons une fâcheuse tendance à critiquer et à polémiquer en permanence sur n'importe quel sujet. Donc moi, je ne juge pas, je constate. Mais c'est vrai que à la place du gouvernement, ça aurait été très compliqué. Ce que j'observe, c'est que les hommes politiques ne sont pas faits et ne sont pas cortiqués pour gérer des crises importantes et majeures. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont toujours en arrière-plan de leur réflexion ou des idées qu'ils vont développer, ils ont toujours un petit fond de calcul électoral ou de calcul, j'allais dire, pour leur propre avenir. Or, en l'occurrence, sur cette question-là de la crise sanitaire, ce n'était pas une question individuelle, une question de stratégie personnelle ou d'intérêt, c'était une question uniquement de sauver des vies et de protéger les Français. Je parle pour la France, mais c'est exactement la même chose pour tous les gouvernants et tous les responsables politiques. Donc, il s'agit d'abord d'assumer cette responsabilité de protéger la population. Oui, je vous écoute. Pardon, juste sur l'idée de la liberté individuelle, donc vous auriez fait la même chose. Ah oui, moi je fais partie de ceux qui ont suggéré de prendre des mesures de confinement très très tôt. Très très tôt. Et en effet, il n'y a pas d'autre solution. Mais Maître Bonin a parfaitement raison tout à l'heure quand il disait en gros que la liberté prend une autre dimension lorsque pour le collectif on renonce temporairement à une petite liberté individuelle. C'est tout à fait clair. Et donc il faut que chacun puisse comprendre que lorsqu'il y a des enjeux de cette nature, eh bien il faut qu'on puisse renoncer temporairement à certaines libertés individuelles. Et on ne peut pas tout refuser en permanence au nom de la liberté individuelle. Parce que sinon, on n'accepte plus rien, on renonce à toute autorité et c'est le début de l'anarchie. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le début de l'anarchie. Vous savez, les décisions qui ont été prises par le gouvernement, elles n'ont parfois pas été appliquées par certains citoyens. Et certains ont contesté la capacité du gouvernement à mettre des amendes. Franchement, c'est pas sérieux. Merci, Général, pour cette première intervention. Mirette Zaki, je te cite. « Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain, comme proclamait la Charte de Munich de 1971 qui s'inspire de son ancêtre français de 1918. » Alors, théoriquement, c'est parfait. Qu'en est-il, selon toi, de ces belles phrases en ce moment? Alors, cette phrase est très d'actualité, merci Enza, parce que une des conséquences de la crise, c'est qu'il y a eu un désir très très fort de la part, on va dire, des pouvoirs établis en général, qu'ils soient politiques, scientifiques ou médiatiques, de contrôler l'information. J'ai rarement vu à ce point-là une mobilisation pour contrôler quel type d'informations sortent auprès du grand public. Or, depuis que les réseaux sociaux ont pris leur essor, on vit une époque où c'est difficile de contrôler la prise de parole de tout un chacun. Et il se trouve que dans nos sociétés, tout un chacun a le droit de s'exprimer, d'avoir un avis sur la crise, sa gestion par les politiques, avoir un avis sur la chloroquine,
sur le professeur Raoult. Et on a vu émerger comme ça toutes sortes de, on va dire, d'influenceurs ou de personnalités qui n'étaient pas forcément des spécialistes dans leur domaine. Ils n'avaient pas des doctorats dans le domaine où ils s'exprimaient. Ils n'étaient pas forcément des journalistes non plus, mais ils avaient des audiences très, très importantes. Je ne vais peut-être pas citer de nom ce soir, parce que c'est quand même, on marche un peu sur des braises. Là, c'est en ce moment même que ces polémiques ont lieu. Et on a ces gens qui ont pris la parole, y compris d'ailleurs le professeur Raoult lui-même, qui est censé être une sommité dans son domaine de virologie. Et là, j'ai été personnellement très en souci par rapport à nos libertés d'opinion, à notre liberté de débattre, à notre liberté de penser, d'échanger des idées, notamment sur des réseaux sociaux comme YouTube, etc. Parce que ces gens-là, ceux qui avaient des opinions qui sortaient un peu de la doxa, qui ne reflétaient pas exactement les versions officielles, d'ailleurs très mouvantes, hein, eh bien, ils ont été extrêmement maltraités par tout un tas de groupes, on va dire, dominants. Je peux le dire, je peux prétendre à faire partie de la presse, disons, mainstream, donc, mais je n'approuve pas ce que j'ai vu là, c'est-à-dire qu'il y a une culture maintenant du dénigrement. On cherche à décrédibiliser systématiquement. On va très loin dans les CV de ces gens pour montrer qu'un tel est en fait un anthropologue, mais pas un virologue, et n'est pas un médecin, et n'a pas fait ci, n'a aucune légitimité de s'exprimer. Et il y a eu des débats extrêmement hostiles. Alors, je ne sais pas lesquels d'entre vous ont un peu suivi sur les réseaux sociaux ou etc. Il y a certaines rédactions aussi qui s'interdisent d'inviter certains de ces influenceurs. Certains ont été traités de complotistes. Alors ça, c'est maintenant un terme qui regroupe une définition de plus en plus grande de gens. Et moi, ça, je ne peux pas, voyez, je ne peux pas l'approuver. C'est-à-dire, si vous voulez, en France, je pense que c'est encore aller plus loin parce qu'ils ont même voulu mettre en place sur le site du gouvernement une liste des médias qui étaient fréquentables. Là, c'était il y a quelques jours, là, des médias fréquentables ou pas, en disant que c'est ceux qui avaient du fact-checking, là, qui fact-checkaient comme Libération ou Le Monde ou Le Figaro, qui étaient fréquentables, mais il y en avait plein d'autres qu'il ne fallait pas aller voir. Donc, il y a eu une levée de bouclier. Même Le Figaro, je crois, était contre Gala, etc. Il y a plein de journaux comme ça qui sont sortis du bois pour dire jamais de la vie. On ne peut pas vivre dans un monde où c'est le gouvernement qui décide quels journaux il faut lire et quels journaux disent la vérité et quels autres disent n'importe quoi. Alors, Mirette, la France, c'est toujours un cas extrême, mais je voulais juste dire qu'en Suisse, on l'a fait à la Suisse. C'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup mieux. C'est-à-dire, des gens prennent la parole et ils se voient extrêmement dénigrés avec une hostilité invraisemblable. Mais alors, pour poursuivre dans le lancement de ce que tu viens de mettre en place, donc à part les réseaux sociaux gratuits, etc., les publications et autres canaux d'information, des quotidiens, par exemple, ils vivent comme d'autres une crise sans précédent. Ça, oui. C'est clair. Alors qu'en ce moment, ils apportent une réelle information pratique, hein, notamment. Bon, et alors, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On demande un soutien financier à l'État, oui. Puisque la première source de revenus liée à la publicité est aujourd'hui inexistante. Alors, justement, pour poursuivre dans ce que tu dis, est-ce que ce n'est pas dangereux de vouloir être financé globalement par un gouvernement duquel il faudrait pouvoir se distancer selon les événements? Tout à fait. D'abord, précisons que tout est lié, c'est-à-dire la situation de la presse historique, la presse légitime, mainstream, etc., est très mauvaise. Ils sont très, très menacés. La publicité s'est écroulée. C'est la source de financement principale qui représente plus des 2/3 du chiffre d'affaires de la presse traditionnelle jusqu'à ce jour. Et donc, quand la publicité s'effondre, eh bien, on a des tensions, des crispations, il y a du chômage partiel maintenant dans énormément de médias romans et suisses en général. Il y a le Régional qui est un grand journal régional qui a mis la clé sous le paillasson. Donc ça se passe très mal pour la presse partout dans le monde. Et donc ça explique aussi les crispations et les replis idéologiques qu'on voit. Mais pour répondre à ta question, la presse aujourd'hui, elle est extrêmement utile parce qu'elle reste quand même bien sûr, je suis la première à l'admettre, la source la plus fiable
beaucoup plus que les réseaux sociaux. Il y a un filtrage de l'information, il y a une vérification, il y a de l'enquête, il y a du reportage. Ils essayent de maintenir une certaine qualité. Admettons qu'on n'y arrive pas toujours, ça, soyons honnêtes là-dessus. Ce n'est pas toujours irréprochable. Il faut être aussi capable d'autocritique. Les médias doivent faire leur autocritique, mais il serait tout à fait légitime et justifié que ce secteur reçoive de l'aide, comme par exemple le secteur des compagnies aériennes. Comment EasyJet, qui n'est même pas vraiment une entreprise suisse, ou Lufthansa suisse qui appartient, la compagnie suisse qui appartient à Lufthansa reçoivent des aides et pas des médias historiques qui existent ici en Suisse depuis 200 ans. Merci. Alors oui, ils vont recevoir un petit peu d'aide, ça ne va pas suffire. Et la question d'une aide gouvernementale se pose vraiment, sachant le besoin d'indépendance des médias. Mais prenons le cas de la RTS. Moi, je pense que la RTS, qui est subventionnée par l'État, est un des médias qui arrive finalement à refléter aujourd'hui un service public qu'on va trouver trop, certains vont trouver trop de gauche, d'autres vont trouver trop de droite, mais c'est un service assez large quand même d'information et ça n'a pas déçu, ça n'a pas failli fondamentalement pendant cette crise, pas plus que la presse écrite qui appartient à des éditeurs privés. Donc Merci. la question du financement par l'État n'est pas… Mirette, le temps passe trop vite en votre compagnie, madame et messieurs. On va sans doute revenir sur ce genre de questions. Maintenant, voilà, le temps a passé vraiment, mais Maître Marc Benant, une question au général Bertrand Soublet, s'il vous plaît. Vraiment, question courte pour des réponses plus courtes, pour laisser la place ensuite à nos auditeurs. Oui, Enza. D'abord de dire que j'étais ravi de rencontrer le général Soublet. Cela me crée chez moi la nostalgie de l'obéissance. Et puis, puisque nous évoquons, mon général, nous évoquons quelques livres, et il y a un éditeur ou un chroniqueur du Figaro qui a écrit il y a quelques années, ou il y a quelques mois, un livre qui s'appelle La nostalgie de l'honneur. Et naturellement, l'idée d'honneur, de devoir est pour moi très liée à l'homme de guerre que vous êtes, au soldat que vous êtes. Maintenant, ma question, vous disiez à mon sens tout à l'heure, très justement, qu'il n'y a pas de liberté sans autorité. Et ça, c'est une chose que probablement la plupart des gens ont de la difficulté à percevoir. Ils voient une contradiction, une collision, un antagonisme irréversible entre l'autorité et la liberté. Et je pense que vous avez raison de dire que la liberté ne se conçoit que parce qu'il y a l'autorité qui la garantit. Et c'est le vieux débat sur la force et le droit, le vieux débat entre, au fond, le droit sans la force est une impuissance, la force sans le droit est une barbarie, et donc il faut retenir et concevoir qu'il n'y a de liberté que s'il y a la loi, et il n'y a de liberté que s'il y a l'autorité. Donc ce qui semble nier la liberté en est en fait le garant. Et la voilà question, et la question, maître? Et la question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, et pour dire qu'on ne peut concevoir de liberté sans autorité, et cette autorité que nous avons tenté tout à l'heure de définir, c'est-à-dire l'autorité qui tient à la stature et pas simplement au statut, qui fait qu'un chef doit être exemplaire, et notamment autour de cette notion de l'honneur, l'honneur n'étant pas conçu comme une vanité, mais comme une exigence qu'on se réserve. Merci beaucoup. Vraiment, je demande à nos trois conférenciers d'être un tout petit peu plus brefs, sinon on n'aura pas le temps de prendre les questions. Général, la réponse. Il faut ouvrir le micro. Il faut ouvrir le micro. Général. Général, voilà. Pardonnez-moi, j'avais éteint parce que je ne voulais pas perturber. Évidemment, je partage le sentiment de Maître Benant parce que je pense qu'en réalité, l'autorité est un véritable levier pour la liberté et pas le contraire. La difficulté que nous avons eue dans notre pays, en France, c'est que nous avons connu un épisode historique dont nous subissons encore les conséquences et les séquelles, c'est mai 68, où on a cru qu'on allait gagner notre liberté sur les barricades en détruisant tous les fondements de la société. Tout ça n'a pas de sens et on a malheureusement encore
aujourd'hui les séquelles de cela. Donc, voilà quelle est ma réponse, et je préférais qu'elle soit très courte. Merci, merci Général. Alors, Maître Bonan, tentons l'impossible, une petite question à Mireille Zaki, s'il vous plaît. Oui, c'est effectivement une tentation de l'impossible, parce que dès que je vois Mirette, et ma première tentation, c'est lui faire la cour. Mais donc, abandonnons cette tentation grave pour lui dire ceci, Mirette. Vous avez le sentiment que des forces que l'on peut désigner ou qui sont obscures pèsent lourdement sur la liberté d'expression. Et est-ce que vous vivez, vous en tant que journaliste, femme de presse, ces nouvelles morales et ces nouvelles censures qui font que la parole n'est plus tout à fait libre, qu'il y a un impératif, par exemple, de bienveillance, l'impératif de ne pas discriminer, et au fond, qu'un propos importe non pas en raison de sa justesse, mais en raison de sa justice, il faut qu'un propos ne soit pas intrinsèquement juste, mais qu'il soit bienfaiteur pour qu'il écoute. Merci, maître. Écoutez, je pense qu'au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas diffamer, calomnier, menacer et puis intimider comme on voit aujourd'hui. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend la parole et il dit des choses peu conventionnelles, on ne peut pas se mettre à le harceler parce qu'il y a un vrai bullying, il y a des brimades, il y a des intimidations. Et je pense que le droit, enfin, des avocats comme l'étude Bonan, n'est-ce pas, doivent aujourd'hui clairement défendre des personnes victimes de diffamation, d'atteinte à leur image et à leur réputation, à leur crédit, parce qu'ils ont juste osé dire des choses un petit peu sortant de la doxa du moment. Merci. Vous n'avez pas répondu sur ma tentation de vous faire la cour. Eh bien, cher maître, votre éloquence Il n'y a pas de deuxième légendaire. question, pardonnez-moi. Oui, vous m'avez... Oui. Général, une question s'il vous plaît à Maître Marc Bonan. Vraiment, je vous prie des questions courtes et des réponses très courtes. Général? Oui, je voudrais demander à Maître Bonan quel est son sentiment sur la responsabilité pénale de nos gouvernants quand ils prennent de mauvaises décisions. Est-ce que vous imaginez un jour qu'on pourra faire sanctionner des hommes politiques parce qu'ils sont véritablement mauvais et qu'ils auront pris des décisions qui n'allaient pas dans le sens de l'intérêt général? C'est une question complexe. Moi, je ne suis pas favorable à la judiciarisation du monde. Et je pense que nos hommes politiques prennent des décisions, il faut présumer leur innocence et leur bonne foi, à un degré de connaissance particulier, ils peuvent se tromper. Et je pense qu'un homme politique qui se trompe, au regard de l'histoire, est politiquement sanctionné, l'élection, la non-réélection. Et je serais peu enclin à penser qu'il y ait des actions de classe et par lesquelles on voudrait la condamnation pénale des hommes politiques qui se sont tout simplement trompés. Je présume chez les hommes politiques aussi leur bonne foi. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, mon général, c'est qu'en tout cas en démocratie, la politique, c'est l'art de se faire élire et l'art de se maintenir au pouvoir. Partons de l'idée qu'il y a aussi une part d'idéal sur l'intérêt collectif, mais c'est une des fragilités de la démocratie. Il faut avoir ce besoin de commerçant de plaire. Je préfère, quant à moi, le plaisir aristocratique de déplaire. Merci, maître. Général, une question à Mireille Zaki. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé des médias, de leur indépendance relative, notamment pour ceux qui sont subventionnés par l'État. Et Dieu sait si nous, en France, nous sommes concernés par ce mode de fonctionnement. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est pour vous le statut idéal de la presse, subventionnée, pas subventionnée, publicité, pas publicité, indépendance, pas indépendance, voilà. Alors là, vraiment, Général, vous me posez la question qu'on n'a pas réussi à résoudre parce qu'on sait qu'une presse financée par des annonceurs, malheureusement, n'est pas indépendante, surtout quand ces annonceurs se raréfient. Une presse financée par l'État, trop proche aussi des milieux politiques. Et il ne reste plus à la fin qu'une presse qui serait financée par des mécènes désintéressés. En y réfléchissant bien, ces mécènes n'existent pas.
Donc aujourd'hui, l'information libre, qui n'est pas rattachée à certains gros centres de pouvoir, n'existe pas en réalité. Il n'y a pas de financement pour l'information libre, si bien qu'elle doit se faire de manière quasiment bénévole. À un moment donné, on aura des sites Internet qui vont offrir de l'information d'intérêt public, mais qui devront se financer par d'autres activités. C'est la seule possibilité que je vois pour l'avenir. Merci Mirette. Mirette, une question à Maître Marc Bonan. Oui, Maître. Vous disiez donc que la société occidentale allait mourir plus de ses vertus que de ses vices. Vous ne voyez donc pas de vices à nos sociétés, en particulier. Vous ne voyez rien de liberticide actuellement, notamment à la faveur de la crise. Ça ne vous soucie pas du tout? Non, moi je trouve que les libertés qui sont atteintes, mais donc pas la liberté, mais les libertés qui sont atteintes à l'occasion de cette crise, devaient être atteintes. Vous savez, si on place au plus haut la santé et la sécurité, je pense qu'aujourd'hui, si l'on fait un sondage, on verrait que les gens placent au plus haut la santé et la sécurité, et pas au plus haut la liberté. Simplement, ils n'ont pas tout à fait conscience que de placer au plus haut la sécurité et la santé suppose des atteintes à la liberté, en tout cas à la liberté de l'autre. Tout ce principe hippocratique, ne pas nuire, c'est-à-dire que je suis libre, mais je ne dois pas nuire à l'autre dans l'exercice de ma liberté. Et donc, je dois renoncer à une part de ma liberté, tout simplement pour l'autre. Et c'est le fameux contrat social rousseauiste dont le général parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le pacte social suppose un renoncement volontaire, si possible éclairé, à une part de sa liberté au profit de de la collectivité, c'est-à-dire de la notion d'intérêt général, avec toutes les définitions difficiles de ce qu'est l'intérêt général. Merci beaucoup. Une dernière question, Mirette, au général Bertrand Soubelet. Très bien. Alors, je voulais savoir, est-ce que dans ce que vous avez dit tout à l'heure, on a eu l'impression que vous ressentiez qu'il y a une certaine bureaucratie un peu trop lourde qui a pu, en France, freiner l'adaptation à la crise. Est-ce que finalement, vous avez l'impression que les procédures sont mises devant les résultats, ce qui est la définition de la bureaucratie? Est-ce que vous avez l'impression que les systèmes qu'on a aujourd'hui, en général, sont comme des armes automatiques tellement optimisées que le moindre grain de sable les fait un petit peu dysfonctionner, alors que si on avait des systèmes qui avaient un peu plus de résilience finalement, qui étaient moins fragiles, qui étaient plus antifragiles, comme on dit, ce seraient des systèmes qui auraient réussi à mieux s'adapter à une telle crise. Est-ce qu'on a suroptimisé nos processus de décision politique? Moi, ma réponse, elle va concerner essentiellement la France. En réalité, je pense qu'on a un État qui est suradministré. On a un État Léviathan qui nous coûte 57% de notre richesse nationale, du PIB, pour des résultats qui sont tout à fait médiocres. En réalité, vous avez une administration qui empêche le terrain, notamment une administration, j'allais dire, centralisée, jacobine, qui empêche le terrain, les gens qui sont à la tâche tous les jours, de faire son métier correctement. Donc, on souhaiterait que l'administration aide ceux qui sont à l'œuvre sur le terrain. Et en réalité, c'est exactement le contraire qui se passe. On l'a vu notamment avec les agences régionales de santé, mais pas que. Donc, en réalité, il y a trop d'État et pas assez d'agilité. En fait, c'est un équilibre. Il faut que ça repose sur suffisamment d'État, mais avec de l'agilité pour avoir un maximum de résilience. Et nous n'avons pas en France actuellement atteint cet équilibre, et je crains qu'il nous faille beaucoup de temps pour l'atteindre. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, de cette première partie qui a également permis de mieux connaître ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Richard, à toi. Merci beaucoup, Elsa. Écoutez, un débat passionnant. Bon, on s'est fait un petit peu apostropher comme en passant pour des sexistes, etc. Mais je veux dire, le débat et la liberté du débat, elle doit aussi permettre à un moment de décompresser sur des sujets qui sont aussi importants et aussi graves. Bien évidemment, pour moi, le sexisme est aussi important et aussi grave. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et pas voulu dire. Babette Le Fosse a une très très bonne question pour vous, mon général, je crois. Est-ce que Babette est là? Babette La Fosse? Oui.
Oui, oui. Alors, votre question sur De Gaulle disait un chef d'État, etc., je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et qui va justement dans le sens de ce que vient d'énoncer le général Soublé. Oui, oui, parce que on est dans ce. Vous parliez de l'exercice occasionnel pour un décideur, c'est la gestion de la crise. Mais normalement, un décideur est là pour justement gérer les crises. C'est son quotidien, c'est le quotidien des dirigeants. Et De Gaulle disait, pour avoir un chef d'État, il faut un chef, mais il faut aussi un État. Et c'est un petit peu le sentiment que l'on a aujourd'hui, c'est où est l'État et où sont les chefs. Qu'est-ce que vous pensez de cela, en général? Eh ben, écoutez, pour ne rien vous cacher, je pense que l'État, hélas, dans notre pays, est omniprésent et il s'occupe de tout. Et moi, je souhaiterais qu'il s'occupe un peu moins de ceux qui ne le regardent pas. Il y a un certain nombre de sujets comme régaliens en particulier, comme la défense, la sécurité, la justice, qui sont mal pris en compte par l'État. Et par ailleurs, et la recherche, par exemple, aussi mal pris en compte par l'État. Et puis, vous avez un certain nombre de choses dans lesquelles l'État intervient en permanence. Moi, très honnêtement, je suis plutôt d'une nature libérale, mais raisonnable et maîtrisée, parce que je pense que l'État ne doit pas s'occuper en permanence d'économie, même s'il doit être aussi régulateur. Mais il ne peut pas tout faire et puis être à la fois juge, parti, État, actionnaire de certaines entreprises. Enfin, tout ça n'est pas très clair dans notre pays et nos gouvernants n'ont pas une idée très claire des choses. Moi, ce que je souhaiterais de nos gouvernants, c'est qu'ils fassent des choix clairs et surtout qu'ils montrent l'exemple. Or, depuis très longtemps, malheureusement, nous avons des chefs qui ne montrent pas l'exemple. Le général de Gaulle a été exemplaire, même si on peut contester certaines de ses décisions, et c'était l'objet de ma question tout à l'heure à Maître Bonan. Les hommes politiques parfois prennent des décisions et ils les prennent parce qu'ils considèrent qu'au moment où ils les prennent, ce sont les meilleurs. Mais pour autant, il faut aussi que dans leur comportement et dans la manière dont ils prennent la décision, ils soient exemplaires. Or, depuis une quarantaine d'années dans notre pays, je ne vois pas d'exemplarité. Or, pour qu'on se reconnaisse dans ceux qui gouvernent, il faut absolument qu'il y ait cette notion d'exemplarité. C'est comme ça que tient le contrat social. Et malheureusement, aujourd'hui, il est quand même assez... il y a eu un sacré coup de canif dans le contrat social. Merci beaucoup, mon général. Une question de Thierry Martin, mon major. Vous avez une très bonne question, me semble-t-il, sur les journalistes et Google. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Alors, je sais que Mirette se fera un plaisir de répondre à cette question, Thierry. Une question sur les journalistes et Google et leur référencement? Oui, ma question pour Mirette, ou ma remarque plutôt, c'était effectivement de plus en plus dans cet univers impitoyable qu'est devenu la presse et les médias mondiaux, on a l'impression que des fois, les journalistes ne se justifient que par publier des sujets sur le sang et qu'en fait, dans leur publication, ils cherchent un référencement Google avantageux qui assure un peu leur survie en tant qu'individu plutôt que de se fonder sur des valeurs fondamentales de la société et qui se fassent un peu le porte-parole de sujets de fond plutôt que sur la forme qui les avantage. Je suis d'accord avec vous, Thierry. Les ressorts aujourd'hui de l'activité journalistique vont tendre à favoriser les sujets extrêmement bien référencés avec beaucoup de clics. Les webmasters deviennent un peu les rois, les data journalistes sont très valorisés et très bien payés et très recherchés. Et tout ça, ça fausse un peu la recherche de sujets d'intérêt public large qui visent le bien commun, comme est la mission de base du journalisme. Effectivement, il est tiraillé et éloigné et ça, c'est sans parler de tout l'aspect commercial qui oblige le journalisme à beaucoup couvrir de sujets qui plaisent aux annonceurs et aux sponsors, bien sûr. Très bien, merci Mireille de cette réponse brève. Nerea, pour Marc Bonan, avec d'autres questions qui se regroupent avec Claude Desfaugues également. Où est-ce qu'on doit placer les limites de nos libertés au nom du bien commun? Et surtout, quels sont les points sur lesquels nous devons rester très attentifs si nous voulons garder
une forme de liberté. Vous avez la parole, Marc Bonin. Oui, c'est un équilibre difficile à réaliser. Moi, je placerais au plus haut la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression n'est pas simplement la liberté de dire, c'est aussi la liberté de penser. Et donc, si je devais faire une hiérarchie dans les libertés auxquelles je tiens et sur lesquelles les combats devraient être acharnés et intransigeants, c'est d'abord la liberté d'expression, plus que la liberté d'aller et de venir, de traverser les frontières. Donc, je place au plus haut la faculté de dire, donc de penser, plus que la liberté de mouvement. Très bien, merci Maître. Yves Poulain, une question également très intéressante sur la liberté de nos gouvernants et des parlementaires qui seraient sous le joug du lobbying. Vous avez la parole, Yves. Oui, bonsoir. Écoutez, à qui voulez-vous poser votre question? Oui, je vais répéter. Effectivement, j'ai l'impression que nos gouvernements, les parlementaires, les hommes politiques en général, ceux qui sont censés nous guider, ne sont pas libres, enfin, oui, et qu'on est de plus en plus soumis à l'emprise des lobbies. Qui veut répondre à la question? Mirette? Oui, alors merci pour cette question parce qu'effectivement, on a vu une étude d'une ONG a montré que le lobbying a énormément augmenté auprès de la Commission européenne à Bruxelles et que le financement de campagnes politiques aux États-Unis a vraiment explosé ces dernières années. Donc la financiarisation de la politique est aujourd'hui au plus haut. Et ce qui me fait un peu souci, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose qui intéresse vraiment les journalistes. Je parlais de leurs attaques contre les libres penseurs. J'aimerais les voir aussi critiques vis-à-vis des lobbies, mais en général, c'est un sujet, si vous voulez, dont s'emparent plutôt les ONG, curieusement, aujourd'hui. C'est là où vous trouverez les informations. Très bien. Merci. Est-ce que la réponse vous convient, Yves? Patrice Roux pose une question aussi sur le Covid-19 et la 5G. C'est très intéressant. À qui voulez-vous poser votre question, Patrice? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bon, bonsoir. J'aurais aimé la poser à Madame Miretsaki, justement, parce que on entend tout, et comme vous dites, sur YouTube, sur Facebook, etc., tout le monde y va de sa médiatique collection individuelle, et on ne sait plus où on en est. Qui durait, etc. Donc l'application Covid-19, elle paraît dangereuse ou pas. En fait, tout le monde a peur. En fait, tout le monde a peur d'être surveillé et sursurveillé. La 5G arrive. On parle de la société Huawei qui est en guerre avec les États-Unis et la Chine. Enfin, bref, je me suis assez, depuis quelques mois, avant le virus, documenté, réfléchi à toutes mes suggestions, etc. et mes réflexions. Ok, on est en état de guerre, on est en état de guerre pas que pour le virus, on est en état de guerre sur des faits et gestes qui sont faits par les politiques, par les gouvernements, qui peut-être, comme me disait Maître Bonan, ne maîtrisent pas tout, parce qu'on est sur la phase de test d'une nouvelle époque qui est en train d'arriver. On est sur une période de 102 ans qui nous sépare de la grippe espagnole. Les choses n'ont pas très évolué, je trouve, et c'est dommage. Et par contre, aujourd'hui, en 2021, on veut tout balancer d'un coup. Mais j'ai l'impression que c'est au détriment du peuple qui va être sous surveillance, et à quoi bon? Quel est l'intérêt de tout ça, de toute cette mise en place réellement? À qui voulez-vous la poser? À Mirette Saki. Toujours. Donc, Mirette, essayez d'être un peu plus bref dans la réponse, Mirette, s'il vous plaît. Excusez-moi. Très bien, non, pas de problème. Moi, je trouve que la méfiance du peuple est quelque chose de très positif, alors qu'elle est très, très mal vue en général et diabolisée par les médias parce qu'on tombe très vite dans les accusations de complotisme et les procès en charlatanisme et en sorcellerie. Je suis totalement contre ça. La méfiance par rapport à la 5G est très humaine, très légitime.
Les autorités doivent simplement informer. Bon, après, établir un lien entre la 5G et le Covid ou entre le Covid et le puçage via les vaccins de Bill Gates, ça c'est un peu des choses qui vont beaucoup, beaucoup trop loin, qui sont délirantes. Mais il y a réellement des projets de pistage ou traçage par téléphone, par Swisscom. L'opérateur avait proposé de localiser les téléphones mobiles pour les rassemblements. Et maintenant, on assiste aussi à des applications numériques qui permettent de tracer le suivi des chaînes de transmission du coronavirus. Donc, tout ça, il faut qu'il y ait une base légale. Elle n'est pas encore là, cette base légale. Le peuple doit se prononcer sur cette base légale parce que c'est très important que tout le monde soit d'accord d'être pisté de cette façon. Et comme dit Maître Bonan, qu'on y voit l'intérêt supérieur pour renoncer à ces libertés-là. Et qu'on protège les données privées. Surtout. Merci beaucoup, Mirette. Il nous reste 7 minutes. Je vous propose une dernière question et une réponse peut-être, Enza, de chacun de nos intervenants, puisque je pense que les trois ont compétence en la matière. Une question qui me semble vitale, parce qu'elle touche aussi bien l'éducation que la cité, tant est soit-il que l'éducation, bien sûr, est dans la cité. On sait que les dérives sectaires vont certainement émaner de cette situation, puisqu'elle repose essentiellement sur des états de fragilité, des états de questionnement, etc. Beaucoup d'auditeurs nous posent la question de est-ce que ces dérives sectaires qu'on retrouve dans le monde éducatif de plus en plus et le terrorisme nécessitent la mise en place d'un certain nombre de suivis, d'outils de suivi. C'est une question qui me semble très intéressante pour clore ce débat. Je vous laisse la parole. Maître Bonan, vous commencez, le général Soublet, et nous terminerons par Mirette, si cela vous convient ainsi. Il faudrait que je sois certain de comprendre ce qu'on entend par dérive sectaire. Mais imaginons un instant que l'on pense que le temps que nous vivons va vers des regroupements idéologiques qui serait la négation de la liberté de penser d'autrui, probablement, parce que les êtres menacés dans leur identité se protègent par une revendication singulière de ce qu'ils sont, et cela peut conduire à des dérives. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une secte? Gardez à l'esprit qu'on disait du christianisme que c'est une secte qui a réussi. Alors, certainement, nous allons vers des regroupements idéologiques. Maintenant, s'agissant de l'éducation, je pense que ce dont elle souffre, en tout cas à Genève, c'est qu'elle est très rousseauiste et bourdieuxarde, et que donc le présent manque étonnamment de passé. Et nous sommes en train de faire des analphabètes, mais qui maîtrisent les nouvelles technologies. Mais je pense que le rôle de la culture générale, de la culture, c'est-à-dire ceux qui hissent, ceux qui grandissent, ceux qui exaucent dans la double orthographe du mot, est un peu abandonné par nos enseignants. Probablement, ils sont aussi totalement gangrénés par cette idée égalitaire, où au fond, un enseignant devient un infirmier, il n'est plus un maître, il soigne les plus faibles, il n'exalte plus les plus forts. Merci beaucoup, maître. Je crois que sur la dérive sectaire, on était sur la logique que beaucoup de sectes trouvent un terrain favorable sur le développement personnel, etc. Et que cet après-Covid risque justement de développer un certain nombre d'associations sur tout ce qui va être développement personnel, respiration avec les arbres, etc. Et on se rend compte, quand on regarde la Minville-Lude, puisque le général Soublet est là, qui était la mission interministérielle sur la lutte contre les dérives sectaires, qui avait été créée par Georges Fenech à l'époque, le député Fenech, que la secte, c'est quand même un gourou, de l'argent, et on coupe la famille. Et on risque vraiment d'arriver, je pense, sur ce type de dérive. Moi, je suis au niveau de l'école, par exemple, très sensible à des premiers signaux d'isolement, de comportements un petit peu bizarres. Vous avez parlé tout à l'heure de vos premiers propos sur les dérives sectaires qu'on pourrait avoir sur l'islam vert, etc. Ça peut être aussi ce genre de dérive qu'on peut observer. Mon général, comment vous réagissez par rapport à cela? Oui, moi je pense qu'en effet, toutes les situations de fragilité sont favorisantes des dérives sectaires, notamment lorsqu'elles reposent sur un manque d'éducation
Et il est très clair que dans notre société, dans nos sociétés modernes, l'éducation recule. On peut dire tout ce qu'on veut, l'éducation recule. Et quand je dis l'éducation, c'est un ensemble. Je ne parle pas de l'éducation nationale au sens strict du terme, mais l'éducation en général au sens de la famille, au sens générique du terme. Et évidemment, dans notre pays, nous sommes confrontés à ça. Nous avons un organisme, vous l'avez cité, qui s'appelle la Miviludes, qui travaille depuis un certain nombre d'années et qui aujourd'hui d'ailleurs est menacée. Elle est menacée de ne plus exister et quasiment de disparaître. Donc, au moment où on en aurait les plus besoin, c'est bizarre, mais manifestement, il y a des mouvements de fond qu'on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Mais là, je pense en ce moment que la Miviludes sera probablement la plus utile. Merci, mon général. Mirette, sur votre approche sécuritaire de tout ce que l'on vient de dire, vous avez le dernier mot, donc profitez-en. Merci. Je n'ai pas vu naître de nouvelles religions avec un gourou milliardaire derrière qui est en train de gagner en influence et de galvaniser beaucoup de gens, de jeunes et d'âmes perdues. J'ai surtout vu la dérive de la planche à billets qui est en train de créer une future inflation et un endettement monumental. Je pense que ce qu'on voit surtout, c'est des pensées nouvelles qui vont vers les circuits courts, l'agriculture de proximité. Laissons ces mouvements se développer parce que de là peuvent naître des mouvements de société assez positifs. Le jour où on voit vraiment quelque chose qui est concret et qui menace vraiment, on peut protéger surtout les jeunes par rapport à Internet parce que c'est là que ça va recruter tous les mouvements sectaires du futur. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu prématuré de voir ceci. Peut-être qu'il y a des pensées plus positives qui sont en train de germer. Il y a ZEP et Jean Rossio qui ont lancé un appel pour l'économie locale. Et puis à l'appel du 4 mai, c'est pas mal. Merci beaucoup, Mirette. Vous allez recevoir, avant de redonner la parole à Enza pour la fin, vous allez recevoir un sondage qui, en 5-6 questions, nous permet de voir si, en termes de pertinence du sujet, en termes de gestion justement de la conférence, etc., nous sommes répondants à vos questions. Si vous pouviez prendre le temps de le remplir, ça prend 30 secondes. Et pour ma part, je vous remercie. Je vous dis à lundi prochain avec de nouveaux intervenants que Enza va se faire un plaisir de vous présenter. Très belle semaine à vous toutes et à vous tous et tout bon. Merci Richard. Merci surtout à nos 3 intervenants magnifiques. On voit combien le sujet évidemment est vaste. Contenter tout le monde, c'est juste impossible en un si peu de temps. Mais on a bien perçu vos lignes à chacun de vous. Merci beaucoup pour cela et merci bien sûr à Jacques-François et Julien pour tout ce qu'ils préparent pour que ça puisse se faire. Alors lundi prochain, ce sera le 18 mai, ce sera notre 5e e-table ronde. Alors en temps de Covid, de crise, négociation, jeu ou enjeu, avec Antonio Hodgers, président du gouvernement genevois, Raymond Loretan, président notamment du groupe Genolier, du club diplomatique, ancien ambassadeur suisse, entre autres, et Bernard Tellier, ancien négociateur principal du GIGN, conférencier et expert au niveau des médias télévisés qui font très souvent appel à lui. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir donné ce temps. Je ne sais plus ce qui se passe. Ah, voilà, on a déjà l'annonce de la prochaine fois. Vous pouvez déjà vous inscrire, c'est tout à fait possible. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je demande aux conférenciers de rester pour la photo. Par contre, merci à tous les autres d'avoir été là, de nous quitter. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Dommage de ne pas pouvoir boire le verre de l'amitié ensemble, mais voilà. 135, hein, Enza, nous étions. Oui, formidable. Nous sommes encore une 50aine.